ambigu qui vient contester les deux traditionnels. Et je voudrais qu'on l'entende sur ce sujet maintenant à nouveau pour 20 à 30 minutes. Merci. Merci. Alors justement, j'ai repris dans ce texte la citation en entier qu'a repris un petit peu Jean-Pierre. Donc on va la finir. Avant d'entreprendre d'exposer brièvement l'idée d'un troisième sexe censé transcender les deux premiers, du moins en théorie, j'aimerais m'arrêter sur la question que pose ce forum, femmes-hommes, quelle différence? Première remarque, le pluriel. Je crois qu'il ne viendrait sans doute plus aujourd'hui à l'esprit de parler de la femme ou de l'homme comme modèle essentialisé et absolu, en tout cas dans un colloque. Deuxième remarque, la place des mots. Femme est placée en tête, choix formel dont on comprend bien l'intention, corrigé par une sorte de hiérarchie inversée, ce qui est historiquement au cœur du débat sur la différence des sexes, à savoir la domination masculine. Enfin, le point d'interrogation suggère qu'il pourrait éventuellement n'y avoir pas de différence entre les femmes et les hommes. Lorsque je lis « femme-homme, quelle différence ?» je peux lire « femme-homme, qu'est-ce que ça change ?» Ces choix, la place des mots, leur nombre grammatical, l'ouverture promise par le point d'interrogation, me semblent symptomatiques d'une évolution sur cette question très ancienne, qui va depuis l'avènement du féminisme et des théories contemporaines sur le genre, inexorablement dans le même sens, non pas nécessairement nier une forme d'altérité des sexes, mais décloisonner, déconstruire un système de valeurs et de pensée qui emprisonnerait les êtres à l'intérieur de deux modèles, deux figures au fond imaginaires et sans issue, l'homme et la femme, comme pour les faire rentrer de force dans des rôles sur mesure. Pour prendre une métaphore cinématographique, je dirais que la caméra, longtemps subjective, c'est-à-dire nous faisant voir la scène à travers les yeux d'un héros a priori masculin, cette caméra s'est déplacée, elle a pris du recul et englobe maintenant une multitude de personnages, je crois que les deux communications avant moi l'ont bien montré, multitude de personnages, de situations, de problématiques qui rendent l'image et le film plus riches et plus complexes. Ce que propose, je crois, la réflexion contemporaine sur le sexe et le genre, qui donne lieu à des forums comme celui-ci, c'est précisément à terme casser avec nos réflexes conditionnés, avec des automatismes et des présupposés. L'expérience quotidienne nous montre en effet l'autorité très durable d'un ensemble d'idées sur le déterminisme biologique, la différence des sexes ou l'ordre symbolique, notamment en France, que les débats récents sur la parité ou le mariage gay, par exemple, ont encore actualisé. Dans ce contexte, j'ai voulu savoir si une figure, le troisième sexe, dont l'expression remonte à Platon, vous voyez que ce n'est pas d'hier, était une utopie ou une aporie, une promesse ou une vue de l'esprit. Peut-on, au fond la question est celle-là, peut-on penser en dehors du jour et de la nuit, de la droite et de la gauche, de l'endroit et de l'envers, du même et de l'autre, de l'homme et de la femme? Peut-on penser en dehors du 1 ou du 2? Peut-on penser le 3, a priori? Pour essayer de répondre à ces questions, il faut essayer de comprendre comment, dans quel contexte et par quelle voie, le troisième sexe émerge dans le paysage culturel et que produit son interaction sur les deux autres. Au cœur du troisième sexe dort, je crois, une utopie, une sorte de rêverie conceptuelle que chacun comprend et identifie d'emblée grâce à la simplicité poétique et immédiate de sa formule. Ni masculin ni féminin, masculin et féminin, entre ou hors le masculin et le féminin, le troisième sexe transcende, échappe ou renforce les deux catégories par rapport auxquelles il se définit. À la marge ou dans la figure de la page, ce sexe n'est a priori ni fort ni faible, seul le nomme sobrement sa place hiérarchique, cela en théorie. Dans les faits, maintenant concrètement, le troisième sexe est une expression,
traçable historiquement, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. L'expression qui a désigné entre 1835 et 1939, alors là je donne des bornes enfin, à la fois très précises mais qui en réalité sont assez floues. Ce que je veux dire entre 1835 et 1939, c'est-à-dire à peu près depuis l'époque romantique, c'est à ce moment-là que l'expression troisième sexe, qui en réalité désigne un troisième genre, mais ça on va le voir plus tard, c'est depuis l'époque romantique jusqu'à la Seconde Guerre mondiale où l'expression va reprendre de sa vigueur. Elle existait avant, elle existera après, mais c'est dans entre ces deux bornes-là que je l'ai étudiée et qu'elle a le plus de succès. Donc entre ces deux dates, donc ça désigne un certain nombre de figures. Alors Jean Birnbaum en citait quelques-unes, parmi lesquelles l'androgyne, le travesti, l'inverti, l'homosexuel, la femme émancipée, la bicycletteuse même, de la fin du XIXe siècle, les transsexuels, la tante, la virago, enfin j'en passe et des meilleurs, vaste tribu à la fois dissidente de l'ordre sexuel et subvertissant les normes du genre, que le roman populaire du XIXe siècle, dans son éloquente sagacité, ramassait sous un titre de collection les déséquilibrés de l'amour. Comme il a été dit du pervers, le troisième sexe est donc polymorphe, incernable par nature, extensible dans ses représentations. Il est comme la moire dont le dessin et le relief changent en fonction de l'éclairage. Il ressemble au fond à s'y méprendre aux deux catégories dont il se démarque et qui l'englobent dans le même mouvement, l'homme et la femme, deux autres énigmes saturées d'explications et proies d'inépuisables discours. Au sein de ce troisième sexe, deux groupes, qui ne sont pas d'ailleurs incompatibles, se distinguent de façon exemplaire. D'un côté, les femmes, qu'un désir d'émancipation viriliserait ou désexualiserait, alors là j'emploie les mots en général de l'époque décadente, vers 1880, les mots qui sont les mots des psychiatres, mais aussi des journalistes, etc., qu'on retrouve un peu partout. Donc les femmes, entre guillemets, viriles, émancipées, et les homosexuels des deux sexes. Toute la difficulté réside donc dans l'articulation de ce problème théorique et historique. Comment analyser un sexe qui, par les miracles de la langue, désigne un genre et une sexualité? Précisément, c'est par la langue, ou plutôt parce qu'elle devient dans le discours, que l'on comprend comment le troisième sexe a été décrit, regardé, exprimé, et donc en réaction, comment il s'est construit. Les sources sont absolument innombrables. Romans populaires ou chefs-d'œuvre de la littérature, je pense notamment à Mademoiselle de Maupin, de Théophile Gautier, par exemple, l'histoire d'une femme travestie en homme. Évidemment, La recherche du temps perdu, où il est beaucoup question d'inversion et de race maudite. Pamphlets militants, manuels de médecine légale, traités de psychiatrie, les documents abondent pour essayer de cerner l'objet, dont Alfred Delvaux donnait cette définition en 1866, le troisième sexe, celui qui déshonore les deux autres. La police s'est elle-même intéressée de très près à la question. C'est ce que révèlent trois passionnants registres consacrés à la prostitution masculine dans la capitale, rédigés sous la monarchie de Juillet et le Second Empire, conservés aux archives de la police à Paris et intitulés « Pédés et pédérastes et divers ». C'est surtout les divers qui m'ont intéressé. On y voit naître, entre les lignes, le portrait de l'homosexuel moderne, que la médecine auscultera bientôt pour en faire un malade mental ou une victime de la génétique. Un extrait de ces archives, qui étaient jusqu'alors inédites, évoquant un tailleur belge arrêté en 1853, en donne une bonne illustration. Là, on va retrouver ce que citait Jean Birnbaum tout à l'heure. C'est un pédale. Alors, donc, c'est les policiers qui ont arrêté un tailleur belge en 1953 et qui font ce rapport. J'ai découvert au cours de mes recherches que les policiers étaient des poètes méconnus. Alors, je cite, « C'est un pédéraste du genre exclusif, de ces de ces hommes qui n'ont que la forme masculine
et qui sont de véritables femmes au moral. Ils sont désignés par le nom de tantes cancanières. Les autres pédérastes les appellent des putains. Ces pédérastes ont dès leur enfance les mêmes goûts que les femmes, aiment à s'habiller en femmes et dans leur adolescence, ils fuient les rapports avec celles-ci. Devenus hommes, ils ne connaissent d'autre amour que celui contre nature et l'idée d'un simple rapprochement sexuel avec une femme leur fait soulever le cœur. Le sieur Becker, c'est donc le nom de cet infortuné tailleur bec. Le sieur Becker est la tante dandy, la tante gants jaunes, la tante fashion et des plus emmanchés. C'est une jolie putain, il est de fait que c'est un très bel homme. Qui n'ont que la forme masculine et qui sont de véritables femmes. La police livrait dès 1853, en d'autres termes, ce qui allait devenir 11 ans plus tard la formule magique, indéfiniment reprise pour définir le troisième sexe, une âme de femme dans un corps d'homme ou une âme d'homme dans un corps de femme. Formule due à un juriste, militant et théoricien allemand, Karl Heinrich Ulrichs. Dans l'esprit d'Ulrichs, cette formule s'appliquait uniquement à ceux que l'on nommera à partir de 1869 les homosexuels. Le mot homosexuel n'apparaît qu'en 1869 officiellement. En réalité, il sera vraiment utilisé à partir de 1900, à partir des années 1900. Alors, cette formule magique servira en réalité d'explication, une âme d'homme dans un corps de femme et inversement, donc servira d'explication, ou pour le moins d'énonciation commode, à une série de comportements sexuels ou sociaux, introduisant un hiatus à l'intérieur d'un modèle hétéronormatif supposé inaliénable. À la suite d'Ulrichs, Magnus Hirschfeld par exemple en Allemagne, Edward Carpenter ou Havelock Ellis en Angleterre, seront les théoriciens incontournables de ce troisième sexe qui recouvrait désormais la notion d'inversion et de sexe intermédiaire. La tante des plus emmanchés, donc, est une femme qui s'ignore. La lesbienne qui, dans l'amour, fait l'homme, est un mâle en jupon. À travers la majorité des discours, qu'ils soient d'ailleurs hostiles ou militants, l'assimilation automatique de l'inversion de genre et de l'homosexualité sera un problème récurrent qui retardera pendant longtemps la compréhension et de fait l'acceptation des relations de même sexe. Cette reconduction du modèle hétérosexuel, quand je veux dire ça, c'est que je veux dire que dans un couple d'hommes, il y a nécessairement un homme mâle et un homme efféminé, une lesbienne est nécessairement virile, un pédéraste est nécessairement efféminé. Donc là, il y a quand même une confusion assez sévère. Donc on déduira automatiquement que la lesbienne et le pédéraste sont des invertis. À l'inverse, si je puis dire, l'homme féminin et la femme virile seront toujours suspects dans leur sexualité, comme s'il y avait homothétie obligée entre le comportement social et les préférences sexuelles. Si bien que la difficulté se trouve comme redoublée, le troisième sexe désigne un genre incongru et une sexualité marginale, lesquels sont associés l'un à l'autre, ou plutôt confondus l'un avec l'autre. Cet axiome a la vie dure. On trouve aujourd'hui dans le Robert, je cite, travesti, homosexuel, habillé en femme. Néanmoins, une précision doit être apportée. Si le troisième sexe, dans son ensemble, est censé représenter une menace à l'équilibre de la société, il est toujours associé dans la littérature au sens large, au traître, à l'espion, aux juifs, à l'étranger, et prophétise l'extinction de la race. Les dysphories du genre restent sans doute plus dérangeantes que l'homosexualité en elle-même, notamment en France, qui a dépénalisé la sodomie sous la Révolution et qui s'enorgueillit d'être une nation libre, libertine et grivoise. L'homosexuel viril et la lesbienne féminine, si je veux pousser un peu dans l'air tranchement, ont peut-être, je dis bien peut-être, moins de soucis à se faire que l'homme hétérosexuel efféminé ou que la femme hétérosexuelle à l'attitude mâle. En somme, le vrai scandale, comme le dénonçait le baron de Charlus qui connaissait bien son affaire, c'est d'être du genre ma chère
ou d'avoir, comme Albertine, mauvais genre. De l'époque romantique à la Seconde Guerre mondiale, cette univocité des genres, loin de s'être dispersée, s'est au contraire renforcée sous l'effet d'une naturalisation du féminin et du masculin, ou pour reprendre les termes de Thomas Lacker, auteur d'un livre fameux qui s'appelle « La fabrique du sexe », paru chez Gallimard en 92, d'une sexualisation du genre. En ce sens, on observe une régression dans la souplesse à considérer les errements du genre de plus en plus rabattus sur la définition scientifique du sexe, fut-elle d'ailleurs elle-même sujette à de nombreuses remises en question, puisque vous savez sans doute que le critère déterminant fut successivement, pour déterminer qu'est-ce qui était du sexe masculin ou du sexe féminin, le critère a été gonadique, c'est-à-dire les gonades, c'est les testicules pour les hommes et les ovaires pour les femmes, hormonal et chromosomique. Comme le rappelait Patrice Manéglier, XY et XX, c'est largement dépassé, puisque on peut très bien avoir par exemple 4X, 3Y, 2X, enfin, etc. Donc, tous ces critères successivement sont remis en question, ce qui prouve bien que la définition du sexe, d'abord, ne va pas de soi, y compris scientifiquement, et qu'elle est mobile. C'est, je crois, très important. Précisons que le discours du troisième sexe lui-même, pressé d'être intégré à la société via la nature et la science, a collaboré activement à cette idéologie d'une sexualisation du genre, si bien que les débats n'opposent pas tant les essentialistes contre les constructionnistes. Ulrichs et Hirschfeld, par exemple, étaient eux-mêmes de farouches essentialistes, les réactionnaires contre les révolutionnaires, mais plutôt les tenants d'une définition stable homme-femme contre les partisans d'une mobilité du genre envisagée comme une notion allégorique, transformable, conjugable, adaptable. C'est là, je crois, un point essentiel. Au même titre que l'homme et la femme, le troisième sexe ne serait-il au fond qu'une catégorie de plus qui, du fait même qu'elle se fonde sur l'opposition masculin-féminin, ne parvient qu'à légitimer celle-ci pour mieux la reconduire. Comme la seconde nature, la cinquième dimension, le sixième sens ou la huitième merveille du monde, ce sexe surnuméraire justifie son existence par les référents dont il voudrait se démarquer. Si bien que son élaboration, dans une circularité tautologique obsédante, se heurte toujours à cette énigme épuisante: qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme? Son efficacité à déjouer les paradigmes serait en somme moins convaincante que sa dimension virtuelle, son potentiel à faire levier ou opérateur dans les réflexions sur le genre et à montrer les limites d'un raisonnement qui tient pour acquis et pour absolu l'existence de la masculinité et de la féminité, catégorie à la fois vide et débordante, insuffisante et superlative. Le troisième sexe n'est pas tant un genre à part, mixte, hybride ou neutre, qui ferait en quelque sorte du neuf avec du vieux. C'est une proposition, encore embryonnaire, une ouverture vers une pensée plurielle. Autrement dit, la question n'est plus de penser le 1, le 2 ou même le 3, mais le multiple, le variable, l'instable, le discontinu, l'ondoyant. C'est ce qu'efforce de faire, je crois, la théorie queer dans sa volonté de décoloniser la pensée sur le genre, les races et les sexualités. C'est aussi ce qu'incarne par exemple la notion contemporaine de transgenre, on y revient toujours, désignant une communauté refusant l'assignation à un genre imposé par la société. Cette pensée plurielle est difficile, car elle oblige à surmonter un certain nombre de doubles postulations, la chair et l'esprit, le bien et le mal, et de hiérarchies sur lesquelles s'édifie et se développe notre réflexion depuis l'âge classique, comme l'explique très bien Roland Barthes, dans son Roland Barthes par lui-même. Dans un fragment intitulé « Pluriel, différence, conflit », l'écrivain
climat encourage à procéder différemment, à dissoudre les affrontements et les paradigmes, pluraliser à la fois les sens et les sexes, et sortir, grâce au pluriel, je cite, de tout discours constitué sur les sexualités. Il ne s'agit plus de retrouver dans la lecture du monde et du sujet des oppositions, mais des débordements, des empiètements, des fuites, des glissements, des déplacements, des dérapages. Historiquement, les débats autour du troisième sexe auront été une étape, modeste mais nécessaire, vers cette pensée plus accueillante et subtile de la diffraction, de la multiplication, du poudroiement. Ni utopie, ni aporie, donc, mais plutôt un passage, un relais vers la pluralité qui nous autorise à appréhender aujourd'hui comme mobile, changeante, en progrès, plutôt que figée et immuable, les identités de genre. Je vous remercie. Se disait, et donc voilà, et là il y a deux paires de gants, il y a les gants pour la moto pour papa et les gants pour la vaisselle pour maman. Et il y a un petit garçon qui a levé la main et qui a dit, mais moi ma maman elle fait de la moto. Alors bon, jusque-là ça va. Le problème c'est que l'institutrice n'a pas su quoi répondre. Et je pense que ça commence là, hein, évidemment, ça commence à l'école, ça commence dans la famille, ça commence entre la répartition entre la moto et la vaisselle. Donc je pense que c'est tout ça évidemment qu'il faut, mais comme dit Maurice Godelier, que j'ai pas entendu hier, mais ça met très 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 longtemps. Et évidemment Barbie Cowboy, j'ai eu il n'y a pas quelque temps l'occasion d'offrir une sorte de layette à quelqu'un qui venait d'avoir un enfant. Le bleu et le rose continuent à imposer une dictature quand même très sévère. Pour trouver du jaune ou du vert, c'est très compliqué. Donc c'est évidemment un problème essentiellement politique à la base. Hein. C'est une politique que le gouvernement choisit ou ne choisit pas de mettre en place. Merci. Une autre question. C'est là. Ah, merci. Oui. Moi, je voudrais m'élever un petit peu en opposition avec ce qu'a dit Clarisse Fabre en tout début de son intervention, de dire que le transsexualisme ou le transgenre fait désordre. Moi, je dirais plutôt que ça fait spectacle. Nous avons tous dans les mains, dans notre programme, une superbe affiche de cirque qui montre une femme à barbe. On sait donc effectivement que de tout temps, dans les forains exhibaient ce genre de personnages. Et quand on observe aujourd'hui les programmes de télévision, on s'aperçoit que les émissions de voyeurisme, genre Mireille Dumas, régulièrement font des émissions sur ce thème. Donc, si c'était vraiment une population qui dérange, qui fait des ordres, comme peuvent l'être les fous ou les anarchistes destructeurs, on les cacherait dans les prisons et les asiles. Donc, je crois que cette société, je veux dire, cette population, ce troisième sexe dont on nous parle, ne fait pas du tout désordre. Il est au contraire utile à l'équilibre de notre société, qui l'exhibe en spectacle, qui en a besoin pour son équilibre, car dans le fond, nous sommes tous du troisième sexe. Voilà. Clarisse. Quand je disais que les personnes transgenres font des ordres, c'est évidemment... je ne dis pas que les transgenres font des ordres, je dis que les transgenres font des ordres au sens où les autorités ne reconnaissent pas ce troisième sexe et où tout est fait pour justement remettre de l'ordre. C'est ce que j'ai essayé de montrer en disant que dans un parcours de transition, la personne est tout de même assez canalisée pour passer d'un état à l'autre et que justement les personnes qui essaient de construire un genre qui ne soit pas un homme un vrai, comme on dirait, avec tous les attributs que cela implique, ou inversement une femme, toutes ces personnes qui essayent de construire une identité qui leur est propre
ont beaucoup de mal. Donc c'est en ce sens que j'employais cette expression, mais ce n'est évidemment pas, je ne pense pas que ces personnes posent un problème à l'ordre, évidemment. Et on pourrait aussi, juste pour compléter, si je peux dire un mot, moi j'étais frappé là dans un des chats qui a eu lieu sur Internet avec les internautes autour de cette question de la différence des sexes. Une question qui a été posée, c'était de dire mais comment expliquer si justement les transgenres, toutes les problématiques dites queer, de brouillage des genres, de dissémination de l'identité sexuelle viennent déranger l'ordre social, comment expliquer que dans les émissions de télévision, notamment, comme vous le dites justement, ces personnages, ces individus, ces personnes soient mis en scène comme des personnages justement. Et de fait, moi j'étais étonné il y a quelques temps quand une chaîne aussi commerciale que M6 a pu programmer une série comme ça de télé-réalité qui s'appelait Queer, 5 experts, garçons dans le vent, je ne sais plus, et qui mettait en scène justement ces choses-là. Et on pourrait réfléchir à la façon dont la société du spectacle, ou la société tout court, s'empare de tel ou tel désordre ou trouble à l'ordre sexuel pour le mettre en scène et peut-être le faire entrer dans le rang, ou au contraire l'intégrer, je ne sais pas. En tout cas, c'est des questions qui se posent dans la manipulation, la récupération ou l'occultation des choses à la télévision, dans les médias, dans la société, sur cette question du cirque médiatique. Voilà. Moi, je voudrais dire une toute petite chose, qui est que malgré tout, l'expérience transgenre, alors je vois bien évidemment qu'on peut s'inquiéter d'une sorte de sautillement joyeux comme ça, vive les transgenres, et trouver ça effectivement un peu ridicule, et c'est le serait. Mais malgré tout, il y a quand même quelque chose d'extrêmement mystérieux dans le fait que de quelqu'un qui vous dit, en fait, j'ai un sexe, mais ce sexe, tu n'as pas le nom pour le dire. Et je ne crois pas qu'on puisse dire quand même si tranquillement nous sommes tous des troisième sexes, malgré tout. Parce que, bien que je pense encore une fois que nous le savons parce que justement, comme l'a dit Laure Murat tout à l'heure, en fait, qui aujourd'hui dirait il y a le masculin ou le féminin? On sait tous qu'il y a différentes manières d'être masculin, différentes manières d'être féminin. Autrement dit, on sait tous qu'il y a quand même beaucoup de pluralité dans les positions sexuées. Ça, on le sait. Mais en même temps, on a quand même toujours tendance à rabattre ces différentes pluralités dans les positions sexuées sur des manières d'être un homme ou des manières d'être une femme. Moi, je crois que ce qu'on appelle la différence des sexes, ça n'est rien d'autre que ce rabattement. Et que malgré tout, les transgenres, là, justement, c'est des gens, ça marche mal, ça marche mal. Alors effectivement, qu'on puisse, en tant qu'intellectuel s'y complaire et que la société du spectacle puisse les récupérer, c'est possible. Mais je pense que c'est quand même malgré tout assez superficiel. À la fois, quand on veut réfléchir à ce que ça veut dire, en fait, la sexuation pour chacun d'entre nous, et en même temps, quand on veut réfléchir aux conséquences juridico-politiques de ça. Parce que, je suis désolé, mais l'abolition du sexe, comme catégorie juridico-politique, c'est un programme révolutionnaire. Ça n'est pas un truc qui arrange le pape. C'est un programme effectivement embêtant pour beaucoup de gens, quoi. Je ne suis pas sûr que le gouvernement actuel, très lié pourtant aux médias, soit ravi de ce programme, même s'il y a des gens à l'identité sexuée un peu ambiguë qui passent à la télé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des questions juridico-politiques qui sont très dures parfois et qu'on a tendance à dissoudre un peu dans des remarques un peu esthétiques sur ça. Et en fait, les questions de droit sont malgré tout des questions très dures, parce qu'effectivement, comme l'a dit aussi Clarisse Fabre, quand vous vous sentez que vous voulez ne pas être du sexe dont vous avez été catégorisé, la loi française aujourd'hui vous demande de passer sur le billard et de vous faire découper. C'est une obligation, elle vous le demande. Bon, ce sont des choses très dures pour tout le monde, quoi, et pour ces gens aussi. Donc voilà, donc je pense que ça ne peut pas quand même, malgré tout, méconnaître la dimension quand même extrêmement violente qu'il y a dans la sexuation. Merci. Je voudrais juste une question. je peux poser une question? On ne vous voit pas, excusez-nous. Ah voilà, réalité, madame. Il n'y a pas si longtemps, On vous entend mal, madame, vous parlez dans votre micro. il n'y a pas si longtemps, les homosexuels étaient critiqués parce que portant atteinte à la reproduction de la race. À présent, les transsexuels et les transgenres sont implicitement attaqués
parfois même mis justement sur la scène publique, dans certains discours, un responsable politique, lors d'un débat médiatisé, a refusé la reconnaissance du mariage et même la reconnaissance de la filiation, surtout, aux gens qui appartiendraient à un sexe numéro 3. Le clonage. Alors si vous avez le clonage plus l'utérus artificiel, vous n'avez plus du tout de différence sexuelle au niveau reproductif. Autrement dit, c'est pas impossible à imaginer en tout cas. Maintenant, on n'a même pas besoin de ça au fond. On n'a même pas besoin de ça parce qu'on peut, et c'est effectivement ce qu'on demande, hein. Quand quelqu'un a changé de sexe dans sa vie, c'est une partie de son histoire. On ne lui demande pas de nier son histoire. Donc on peut très bien, je crois, effectivement, un enfant peut très bien avoir un papa et une maman, et ce papa ou cette maman changer de sexe. Ça c'est tout à fait possible. Par ailleurs, et ça sera le dernier élément, un papa et une maman, ça n'est pas un géniteur et une génitrice. Et au fond, moi je suis certain qu'on a besoin de parents. De combien, j'en sais rien. Je pense qu'il ne faut peut-être pas trop multiplier les parents par expérience personnelle. Mais on n'a pas de raison d'identifier le géniteur ou la génitrice à un niveau, que ce soit du don des cellules, que ce soit de porter en fait l'enfant ou pas, etc. On n'a aucune raison de l'identifier au statut légal qu'est le papa ou qu'est la maman, et pas plus qu'au statut social, qui n'est même pas la même chose, de la personne qui s'occupe de ça. Autrement dit, on est dans une société dans laquelle il y a vraiment une multiplicité de statuts parentaux, hein, différentes manières de dire la parenté, et c'est vrai de vous tous, c'est vrai de moi, c'est vrai de vous, c'est vrai de tout le monde. Nous pouvons très bien donner naissance à différentes manières d'être parents. Et de ce point de vue-là, eh bien, je dois dire qu'au fond, la différence des sexes ne change rien. En fait. Merci. Oui. Alors, où sont les micros? Il faudrait que les micros circulent bien dans la salle. On est toujours dans le même endroit. Voilà. Allez-y. Bon, je voudrais remercier pour ces exposés qui sont très intéressants et pour l'organisation. Et ma question est la suivante. Qu'est-ce que c'est que N-sexe? Y a-t-il N-sexe? Est-ce qu'on a découvert dans des espèces qui ont plusieurs X ou plusieurs Y? Je serais intéressée de le savoir, que ce soit dans l'espèce humaine, animale, dans la flore ou autre chose, qui amènerait à ce concept. Pour ce qui me concerne, je préfère la notion de genre à la notion de sexe, puisque le sexe renvoie à une partie du corps qui est bien déterminée et qui a ouvert une fenêtre sur des tables de déclinaison. Et on peut très bien être physiquement d'un sexe et avoir des activités culturellement d'un autre sexe. Autrement dit, un homme peut adorer faire la cuisine et une femme conduire un camion. Ça ne peut pas dire qu'elle est un homme et que lui est une femme. Donc, ça, ce sont des notions culturelles et ce ne sont pas des notions physiques. Et je rejoins un tout petit peu la dame qui a parlé avant moi. Dans ma conception, une des grandes différences, c'est qu'une femme peut porter un enfant et qu'un homme peut compléter, être sur le même niveau, mais ne porte pas l'enfant. Et ce sont des choses qui sont données organiquement, qui sont données. Et j'ai gardé des enfants quand j'étais étudiante, et j'ai vu des comportements très différenciés, qui n'étaient pas du tout des comportements culturels, mais qui étaient des comportements innés. Ils viennent du fait que nous portons nous-mêmes des gènes masculines et des gènes féminines en nous, et qui conditionnent une partie de nos désirs. Et peut-être que cela vient aussi, quand on est un homme ou quand on est une femme, souvent on est attiré par le sexe opposé. Est-ce que c'est cela aussi, être dans son sexe? Merci. Je ne veux pas monopoliser la discussion. Je pense que beaucoup auraient beaucoup de choses à dire sur ce que vous venez de dire.
et qui est effectivement important, ça. C'est très difficile parce qu'en fait vous avez dit une chose et son contraire. C'est-à-dire que vous avez commencé par nous dire que le sexe ne devait pas être confondu avec le genre, et que le sexe était une notion physique, mais que vous pensiez qu'en fait c'était la notion de genre au sens culturel, et sans que je comprenne très bien pourquoi, soudain vous nous avez dit, mais en fait il y a bien une définition de la féminité, c'est le fait de porter les enfants, or que je sache c'est quelque chose de physique. Et à partir de là, vous avez reconstitué une identité féminine qui émergerait comme ça du fond de nos cellules, comme une sorte de vapeur involontaire. Donc, moi je pense en fait que vous avez absolument raison de dire ça. Ceci dit, c'est quelque chose, il faut voir quand même, qui est très culturellement déterminé, cette définition même de la féminité par la maternité, et de la maternité par le fait de porter un enfant. Ça pourrait être autre chose, ça pourrait être le fait de donner son ovule, par exemple. En fait, il faut reconnaître que la société française, le droit français, en fait, a défini comme ça, véritablement, le lieu de la différence des sexes. Donc moi, en fait, je pense que la manière dont vous considérez la différence sexuelle comme un invariant est en fait très liée à la manière dont le droit français, depuis 1975, a défini en fait la différence entre les hommes et les femmes sur ce terrain-là, alors que ce n'était pas le cas avant. Avant, on pouvait, le droit français utiliser d'autres critères. Aujourd'hui, pour le droit français, pour nous, le critère dur de la différence des sexes, c'est est-ce que vous avez porté l'enfant ou est-ce que vous ne l'avez pas porté. Et le gros problème de ce que vous dites, c'est finalement, est-ce que ça veut dire que les femmes qui ne font pas d'enfants, ou en tout cas qui ne les portent pas, ne sont pas des femmes? C'est une vraie question. De même que moi, quand je disais tout à l'heure, quand j'ai dit la différence biologique, je le soutiens encore une fois. Je pense qu'une des définitions les plus simples de la sexuation, c'est de dire, en fait, c'est la différence nécessaire pour l'interfécondité. Donc, de cette manière, je vous rejoins. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui ne font pas d'enfants ou qui sont stériles ne sont ni des hommes ni des femmes? On ne peut pas dire ça. Ça n'a pas de sens pour nous. On ne vous entend pas, madame, si vous voulez repasser le micro une seconde. Après, on passera à une autre question, merci. Pas du tout, vous tirez une conclusion d'une question. Je ne conclus pas. Je dis simplement que cela peut être un des lieux d'une certaine différenciation, qui n'est pas forcément une différenciation oppositionnelle. Je ne suis pas féministe. Je pense qu'il y a une complémentarité, qui est une complémentarité qui n'est pas dans le droit français, qui est au-delà même du droit français, puisque j'ignore même qu'en 1975, il y a cette différence qui dit qu'une femme, etc., etc. Ce sont des choses qui remontent à l'existence même des espèces. Il y a des espèces qui sont en même temps mâles et femelles, si je peux dire les choses ainsi, par exemple les escargots qui s'auto-reproduisent ou certains poissons, donc ça existe dans la nature. Il existe dans la nature des espèces qui sont plus orientées vers quelque chose que vers d'autres, et ceci n'est pas une question culturelle. Je comprends qu'il y ait des aspects culturels qui sont liés à cela, mais je pense que les questions culturelles sont peut-être des questions conséquentes d'un certain nombre de données qui sont des données antérieures, et qu'avec les siècles et les comportements qui se sont entassés les uns sur les autres, on arrive à des situations qui sont peut-être plus complexes, si on peut dire des choses comme ça. Je conçois parfaitement qu'une femme puisse être parfaitement femme sans avoir des enfants et sans même désirer en avoir, le point n'est pas là. Merci beaucoup, madame. Je ne sais pas si Catherine Vidal était encore dans la salle, mais si elle avait été là, parce qu'hier elle avait fait un très beau, très magistral exposé sur la façon dont les neurosciences pensent la différence des sexes, et elle a expliqué à quel point c'était difficile de définir la différence des sexes d'un point de vue non seulement neurologique, mais aussi hormonal, ou génétique, etc. Mais je pourrais juste ajouter que ça ne nous aiderait pas beaucoup. Enfin, de savoir qu'il y a quelque chose en moi qui me détermine biologiquement ne m'aiderait pas vraiment à comprendre ce que j'expérimente comme ma sexuation. C'est tout ce que je veux dire, quoi. Ça m'aiderait pas beaucoup, même si c'était vrai. Ça ne correspondrait pas à notre expérience à nous.
Voilà. Allez-y. Monsieur le Président, moi je dois commencer non pas par une question, mais par un aveu. Cet aveu concerne ma propre sexualité parce que, après votre séance d'hier, où vous avez tout écrasé, je me suis dit, mais enfin, est-ce que je suis un homme ou une femme? Et quand je suis rentré ici dans la salle, je me suis assis à côté d'une petite lycéenne et je lui ai dit, mais enfin, je vois quelle différence, mais il manque un S. C'est des différences au pluriel. Alors, ceci dit, il y a un aspect quelque peu inquiétant mais rassurant, parce que les exposés de Mme Fabre et de M. Manillier m'ont parfaitement réconforté dans ma manière d'appréhender et d'être séduit. J'ai été séduit par l'exposé de Clarisse Fabre ce matin, et j'ai été, mais d'une façon totalement opposée, séduit par celui de M. Manillier. Madame Fabre, je voudrais simplement vous demander, pour vous, les politiciens, quel sexe ils ont? C'est des transsexuels? Alors, regardez un peu dans l'histoire, mais je veux dire, par exemple, les Amazones, ils étaient féminins ou masculins? Ensuite, Eva Perón, c'était une femme. Par exemple, la Thatcher, c'était une femme. La Royale, est-ce que c'était une femme ou un homme? Si l'on regarde bien, si vous voulez, le problème de la relation entre le pouvoir politique et le sexe, la plupart du temps, on découvre que les politiciens sont des frustrés sexuels. Et ça, c'est grave. Parce qu'il y a une pathologie là derrière, une pathologie du pouvoir. Donc, le thème de votre colloque ici, ou de votre forum, est formidablement intéressant. Parce que si l'on va au bout des choses, on se rend compte que cette question de l'identité sexuelle va très loin. Merci. Ayant dit ceci, non monsieur, je n'ai pas terminé. Ayant dit Si vous voulez ceci, bien poser votre question, soit à Clarisse Fabre, soit... à monsieur Manillier, je lui dirai ceci. La controverse qu'il y a toujours entre les biologistes, ingénieurs et autres agronomes que je suis et les philosophes est éternelle. Nous ne sommes jamais d'accord, parce que nous ne connaissons pas nos disciplines respectives. Je pense, si vous voulez, que vous ignorez beaucoup, je crains, peut-être je pose la question, si vous voulez, du dimorphisme sexuel, de ce que cette dame disait très justement, il y a dans les plantes des bisexuels, il y a aussi des monosexuels, mais en général, dans les mammifères, nous qui faisons des études de population de mammifères, il y a une prédominante, c'est la dualité. Et cette dualité est déterminante pour la persistance de l'existence de la population. Je cite chez les oiseaux, chez les reptiliens, chez les mammifères, où déjà le problème devient plus délicat. Pardon monsieur, vous avez posé votre question. Voilà. Oui. La question Merci beaucoup, merci. Je ne répondrai pas à la question de savoir si les politiques sont des frustrés sexuels. En revanche, ce que vous avez dit m'a rappelé le débat sur la parité, où justement le genre est devenu un débat, le genre des personnes élues. Et à ce moment-là, quand on a parlé de la parité en politique, on a vu émerger un argument qui, moi, me paraît très dangereux, inquiétant, c'est que les femmes, en politique, apporteraient des valeurs de concret, de sensibilité, de surtout pas prendre le pouvoir. Donc, à l'opposé des hommes, les femmes auraient des qualités intrinsèques et que cette arrivée des femmes est nécessaire et qu'elle va renouveler la politique. Donc, je trouve ça très dangereux parce que c'est une façon à nouveau de cloisonner les deux genres, de mettre chacun à sa place et de donner aussi beaucoup de responsabilités aux femmes, car en cas d'échec, évidemment, merci mesdemoiselles, mesdames, vous pouvez retourner là où vous étiez avant. Et ça renvoie également à la question que posait la jeune femme tout à l'heure sur les jouets féminins, masculins, transgenres, c'est-à-dire que le problème n'est pas seulement qu'il y ait des jouets roses ou des jouets bleus, c'est que ces jouets roses sont ont en général une valeur inférieure
aux jouets masculins. Les jouets masculins explorent, découvrent, les jouets féminins sont dans le domestique, et donc la sexuation des jouets entraîne une domination de fait masculine dès le plus jeune âge. Donc à travers votre question, finalement, je trouve qu'on peut arriver à dire un certain nombre de choses sur pourquoi les politiques aujourd'hui ne font rien sur... ou préfèrent ne pas s'intéresser aux questions transgenres, parce que ça soulève, à mon sens, toute une série de débats, toute une série de questions très difficiles que, visiblement, peu de monde veut traiter. Voilà. Patrice Manili. Non, moi je regrette juste que ce ne soit pas à moi qu'on ait posé la question de savoir si les politiques étaient des frustrés sexuels, parce que j'aurais aimé pouvoir répondre à cette question, mais hélas, je devrais répondre à la mienne, qui était... Et je répondrai tout simplement que je vous remercie, et je vous remercie très sincèrement, parce que maintenant je vais essayer d'étudier soigneusement, en fait, la manière des plantes d'être mâles pour mieux vous comprendre moi-même. Je vous remercie, j'espère que vous aurez beaucoup de documentation. Franck Laurent. Oui, avant tout, c'était un plaisir de trouver une question qui puisse embêter tout le monde, mais je commence par dire que nos intervenants, que personnellement, je suis plus proche de la manière dont la question a été abordée par vous trois ce matin que de celle défendue par Michel Schneider. J'essaye quand même. Bon. Manifestement, j'ai l'impression, en tout cas, que le point commun de ces trois interventions est d'aller vers un dépassement, une minoration de la bipolarisation sexuelle, homme-femme, au nom d'une reconnaissance, non pas seulement d'un troisième sexe, mais d'une multiplicité potentiellement infinie de la sexualité, du rapport à l'identité sexuelle, le N-sexe, M. Manili a développé. Personnellement, ça me semble très convaincant en fonction du réel, c'est-à-dire que le réel existant recoupe assez nettement cette potentialité infinie de rapport à l'identité sexuelle et à l'activité sexuelle et à la sexualité en général. Le problème, c'est que, peut-être, cette potentialité infinie du phénomène, ça c'est le fait, le réel, on disait d'accord, c'est là, c'est le réel brut, il est infini. Et on sait très bien que pour penser le monde, même simplement pour le dire, il faut passer par des impositions de catégories, avec tout ce que cela implique de forçage, d'arbitraire, mais nécessaire pour passer au symbolique, sinon on a seulement la réalité infinie du monde. Et est-ce que du coup, cette tendance de pensée motivée par la reconnaissance d'une réalité ne risque pas de tomber, d'aboutir en effet à une indistinction des sexes, non pas parce qu'il n'y aurait pas de différence, mais tout simplement parce qu'on n'aurait plus les moyens de dire quoi que ce soit de cette différence. J'espère que vous allez trouver une réponse à la question, parce que une fois, je suis plutôt sur une opposition à vous. Si je puis dire quelque chose, je ne suis pas la spécialiste de N-sexe, moi je me suis arrêtée à 3, mais bon, ça... Mais comme j'ai expliqué, je crois que ça ouvre vers une multiplicité de situations et de dénominations. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit, il y a même le problème grammatical, hein. Dans la langue, notamment en français, on est constamment obligé de choisir entre le masculin et le féminin, bien sûr. En même temps, je ne crois pas que ce qu'on a pu appeler l'indifférence des sexes, avec ce jeu de mots, ou l'indistinction, comme vous dites, des sexes, soit quelque chose d'inquiétant. Je crois que ce serait plutôt, à mon avis, libérant. Et que c'est quelque chose qui, très clairement, théoriquement, est à l'œuvre. Et comme on sait, pas toujours, mais souvent, ce qui théoriquement est à l'œuvre finit par advenir. D'autant que, on aurait dit au XVIIIe siècle à des gens qu'on pouvait faire de la fécondation in vitro ou du clonage bientôt,
je ne suis pas sûre qu'elle nous aurait cru. Donc ce que je veux dire, c'est que cette ouverture est davantage, en tout cas à mes yeux, la promesse d'un enrichissement, plus que... je ne vois, en fait, la question n'est peut-être pas tellement celle-là, c'est qu'est-ce qui fait tellement peur dans une forme d'indistinction des sexes? Je crois que ce serait plutôt ça. Qu'est-ce qui fait tellement peur? Comme d'ailleurs l'androgyne ou le transgenre. Je ne sais pas s'il fait spectacle, je ne sais pas si on est tous transgenres, je ne crois pas, mais le transgenre aussi fait peur. Je pense qu'une femme très masculine, un homme très efféminé, continue aujourd'hui de déranger fortement. Je pense que ce sont des gens qui ont du mal à trouver du travail, notamment dans des professions exposées, visibles. Donc, je crois que peut-être il faut commencer par là. Qu'est-ce qui fait tellement peur dans une indistinction du genre et une multiplication des sexes? J'avoue que personnellement, je n'ai pas la réponse. Je me souviens qu'il y a quelques années, par exemple, pour prendre des exemples très, très concrets, dans le New York Times, j'avais lu un article que malheureusement je n'ai pas découpé, mais enfin je prends mon souvenir avec assez de netteté. C'était très simple, c'était un groupe d'hommes, d'ailleurs pour la plupart hétérosexuels, qui avaient fait une sorte de manifestation à New York, et je crois qu'ils étaient quand même plusieurs milliers, pour pouvoir aller au bureau en robe, ou en jupe. Ça fait partie de ces choses aussi qui sont aujourd'hui encore inconcevables. Alors ce que je crois, c'est qu'il y a à la fois une grande ouverture, une grande activité en quelque sorte dans tout le domaine queer théorique, etc. Et dont il ne faut pas oublier aussi que ce sont des gens qui vivent, enfin je veux dire qui vivent tous les jours, qui ont des expériences quotidiennes. Il y a d'une part ça, et d'autre part constamment rabattre sur ce déterminisme biologique ou ce rattachement du genre au sexe d'une façon qui est très dure et très binaire. Donc voilà, la question, je crois que ce serait plutôt, enfin pour moi ce serait plutôt ça, qu'est-ce qui fait si peur là-dedans? Je me demande aussi si en fait on n'est pas un peu obnubilé par les mots de masculin et de féminin, alors qu'en fait on a énormément de mots qui malgré tout se sont multipliés. C'est-à-dire qu'en gros je suis absolument d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que si la notion de sexe est entièrement individualisée, elle n'a plus de sens. J'ai dit d'ailleurs, je pensais que l'idée de définir le sexe par le sentiment intime de rien que je ne puisse pas caractériser du tout n'a pas vraiment de sens ni d'intérêt en fait. Ce qu'on veut, c'est bien des nouvelles catégories. On ne veut pas juste défaire des catégories, on veut en créer de nouvelles. Mais en fait, je pense qu'il y a plein de mots. Et transsexuel, travesti, à certains égards transgenre, mais peut-être aussi drag queen, putain, garçonne, etc. Et je pense que Laure, dans son livre, a exploré en fait justement cette création langagière en fait, qui existe, qui est présente. Il y a vraiment un foisonnement qu'on ne cesse de vouloir méconnaître. Et les gens qui le pratiquent sont souvent les gens qui le créent, parce que justement, ils sont plus à même de dire, attendez, moi, mon expérience, c'est pas celle de l'autre. Ou transgenre et transsexuel, c'est pas du tout pareil, et transsexuel, c'est pas du tout pareil, etc. Et ça peut aller très loin, hein, ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'à l'invention de prénoms nouveaux. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure voie, hein, mais ça existe, hein, il y a un certain nombre de gens. Par exemple, on ne dit pas he ou she, on dit ze, en anglais. Bon. Ça peut aller assez loin, mais je ne pense pas que ce soit l'idée de créer de ce type de néologisme qui soit le bon chemin. Le bon chemin, c'est, je crois, celui qui existe déjà, c'est-à-dire la création de nouvelles catégories qui définissent effectivement des positions sexuées. Des positions sexuées qui ont leur consistance et leur positivité propre, et qui ensuite sont rabattues sur les deux polarités du masculin et du féminin, mais à mon avis, pas pour très longtemps. Oui, c'est plus une affaire de pratique et de représentation. Et de création linguistique, et je pense que... Oui, en effet, il y a beaucoup d'exemples dans ton livre de ça, en fait. Oui. Création linguistique qui accompagne la transformation des gens. C'est une grande créativité. Je pense que vous êtes un peu botté en touche sur la question. Je me trompe. C'est vrai, c'est botté en touche, toi? Peut-être. J'avais l'impression que c'est moi qui
botte moi-même en touche, mais j'ai l'impression qu'il y avait dans la question de Jean l'idée que, voilà, effectivement, vous pouvez parler d'un déploiement de N-sex dans le réel, comme effectivité des pratiques, etc. Mais est-ce que cette façon d'aborder les choses n'empêche pas de comprendre que dans une autre dimension, la dimension symbolique, dans un accès au symbolique, il faut quand même encore pouvoir produire des descriptions pour organiser la pensée et la société. Je me demande s'il n'y avait pas... Ça, c'est ce à quoi je veux dire, une possibilité d'invention linguistique, de pratique, ça, évidemment. Ouais. Mais est-ce que... Enfin, j'ai l'impression que c'est assez... Non, mais ça, c'est à ce à quoi je viens de répondre. Je dis, il y a des catégories descriptives qui existent. Transsexuel, travesti, drag queen, putain, tante, sont des catégories. Mais si le partage binaire résiste, c'est bien que cette résistance est ancrée dans quelque chose de réel aussi. Oui, c'est possible, mais c'est relativement vrai. Simplement, je voudrais mettre, dire quelque chose de extrêmement clair. Moi, je ne pense pas, je n'ai pas dit N-sexe, ça ne veut pas dire une infinité de sexes et un continuum indifférencié, en fait, de positions sexuées qui passerait de l'une à l'autre de manière graduelle. N-sexe, ça veut dire des catégories sexuelles discontinues, mais en nombre supérieur, éventuellement à 2, et je crois qu'elles existent déjà. Clarisse Favre, un mot, monsieur, merci pour votre patience, on passe à la parole. Merci. Attendez, juste une seconde. Clarisse Favre, encore un tout petit mot. Oui, la question de l'indistinction des sexes peut se télescoper avec des combats féministes. C'est ce que disent un certain nombre de féministes en disant s'il n'y a plus de catégories, comment on mesure par exemple les discriminations hommes-femmes qui sont quand même très prégnantes aujourd'hui et qui représentent tout un pan de l'histoire. De l'histoire du féminisme et qui restent des combats très contemporains. Question à laquelle on peut répondre par une autre question, est-ce que ces différences, ces inégalités, dans quelle mesure ne trouvent-elles pas leur origine dans cette société duale qui s'applique à séparer l'humanité en deux dès son plus jeune âge? Voilà, donc je pense que ça mérite d'être pointé et qu'en même temps c'est aussi une façon de réfléchir à comment on vit depuis notre naissance à l'âge adulte et comment cette organisation sociale et politique fait que un certain nombre d'inégalités dans la vie adulte se manifestent et perdurent. Voilà. Merci beaucoup, monsieur, pour votre patience. Ça fait un long moment que je vous en prie. Merci beaucoup. Je mentionne une étape nécessaire à la construction de la masculinité. Or, dans nos sociétés occidentales, il nous est imposé une notion impérative de sexe différencié. Et je voudrais avancer que cette notion monolithique de sexe est imposée par les religions monothéistes. L'être humain binaire est une création de Dieu qui ne peut être remise en question. Or, les notions de yin et de yang, d'animus et d'anima, nous laissent toute latitude pour envisager des étapes intermédiaires. Pour pallier l'opprobre fait aux transsexuels, ne serait-il pas efficace que dès l'enfance, on encourage, l'on aide les tendances décelées à l'aversion manifestée par les préférences pour les attitudes, les occupations de l'autre sexe et abolir cette notion d'anormalité entretenue par la réprobation. Comprendre qu'il n'y a pas de spécificité globale sexuelle, ainsi que le démontre le grand chef d'orchestre Colin Davis, dont le passe-temps préféré pendant les pauses de répétition orchestrale ou les concerts est le tricot. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus masculin que le grand chef d'orchestre Colin Davis. Ceci était mon premier propos et je voudrais réagir à ce qui vient d'être dit récemment à propos des femmes. Est-ce qu'une femme est condamnée à être une génitrice, à avoir un enfant? Une femme peut être une créatrice sans pour autant être une génitrice. J'en veux pour preuve un exemple qui me touche de très près. C'est celui de ma femme. Nous n'avons pas d'enfant. Pourquoi? Parce que ma femme est artiste créatrice, sculpteur et peintre. Et tout son génie créateur se reporte sur sa création artistique, dans laquelle on peut d'ailleurs déceler, je vous en donne la certitude, son ambivalence.
sexuelle. Elle a des côtés très féminins, dont je me réjouis, mais aussi des côtés très masculins dont quelquefois je supporte les conséquences. Mais tout ceci peut se lire dans sa création artistique. Alors, point de nos convictions occidentales, je le répète, ceci nous est infligé par notre société référencée qui ne laisse aucune possibilité à l'originalité. L'originalité, pourquoi pas? Les transsexuels sont originaux, mais aussi les magiciens. Ça me vient à l'esprit parce que j'ai rencontré hier soir au dîner à côté de moi un magicien, un couple qui va se produire là à la fête du tramway. Monsieur est magicien, madame est... comment on dit? Le mot m'échappe. Merci beaucoup, messieurs. Le magicien, il est à l'origine de toute la transformation. Merci pour ce beau témoignage. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? C'était une parole vraiment créatrice. Je voulais parler un peu comme le monsieur de tout à l'heure qui disait qu'il était sous le coup d'une découverte de sa sexualité. Moi, je pensais une découverte de ma personne. J'ai un peu du mal à dire ma sexualité devant tout le monde comme ça. Bon, je n'ai pas trouvé de questions parce que je n'ai que peu de recul, 15 minutes là, et donc je ne peux pas encore assez généraliser. Je suis venue parce que je suis une stakhanoviste